Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue à votre émission Voix Elle. Voix Elle, c'est cette émission qui vous parle de la situation de la femme africaine, plus précisément la femme burkinabé, son statut, ses rôles et responsabilités. Sur ce plateau, je serai accompagnée par Larry et nous aurons aujourd'hui comme invité Madame Marie-Madeleine Tougouri et Sœur Véronique Kansono. Et le thème d'aujourd'hui qui nous réunit va traiter des violences basées sur le genre, c'est-à-dire les VBG. Et comme vous le savez, depuis 1991, la communauté internationale célèbre les 16 jours d'activisme à partir du 25 novembre au 10 décembre. Et pour commencer les discussions sur ce thème, nous allons suivre un élément de témoignage que nous recueillons à partir du centre des sœurs de Marie Immaculée, située à Kaya, dont nous avons la présence de sœur Kansono avec nous qui va nous donner plus de détails sur cet élément. J'ai été donnée en mariage forcé par mon petit oncle. Je fus donnée à l'âge de 15 ans. Donc, c'est à partir de là, de la classe de 5e maintenant, que je me suis échappée. Je suis orpheline de père. Donc, c'est ma maman qui se battait. Quand je faisais la classe de CPD, c'est elle qui s'occupait de mes scolarités, quoi à manger, moi et puis mes frères et sœurs, jusqu'à ce que je suis arrivée en classe de 5e. J'avais des difficultés puisque je devais quitter au village pour aller dans la commune là, à pied, avec la nourriture, du bois, etc. Donc, tu ne peux même pas. Pour avoir l'eau là aussi, c'est payant, c'était coincé, donc pour avoir le temps pour bosser là, ce n'était pas simple. 6e jusqu'en 5e. Donc, sœur Véronique Kansono, nous venons de suivre l'élément de témoignage de cette jeune fille qui a été victime de mariage forcé et donc qui fait partie des nombreuses causes de violence que les femmes et les jeunes filles subissent dans notre pays. Donc, que pouvez-vous nous dire davantage par rapport à cet élément et comment est-ce que vous procédez pour recueillir ces jeunes filles dans votre centre et quelles sont les raisons voilà, les plus fréquentes auxquelles vous faites face? J'arrive de Kaya où nous accueillons les filles dans notre foyer que nous appelons foyer Sainte Maria Goretti, qui accueille les filles victimes du mariage forcé. Et nous arrivons vraiment de la région et de la province de San Matenga, Namentenga, même Passoré et ailleurs. Et nous les accueillons sans distinction d'ethnie, ni de race, ni de religion. Et nous arrivons, comme on le dit, victimes d'un mariage forcé ou même précoce. Il y a des filles de moins de 15 ans que nous donnons en mariage. Il y a des filles de plus de 16 ans aussi que la famille donne aussi en mariage. Et celles qui arrivent à s'échapper, nous pouvons dire qu'elles sont les bienheureuses. Parce qu'il y en a tant, et on ne sait pas combien qui n'arrivent pas à s'échapper, et puis elles se donnent parfois la mort, malheureusement. Donc voilà un peu ce que je peux dire, que ces filles arrivent vraiment d'un peu partout. D'accord. Sœur Kansono, pouvez-vous nous dire à ce jour combien de filles vous avez dans votre centre et quels sont les types d'activités voilà, que vous réalisez en leur faveur? Et je peux dire que cette année 2023-2024, nous avons eu au total 105 filles que nous avons hébergées dans le foyer. Et comme elles souffrent déjà, nous ne pouvons pas les regarder comme ça, les bras croisés. Lorsqu'elles arrivent, nous les envoyons se faire écouter aussi à l'action sociale.
Et nous aussi, à notre niveau, nous sommes 6 au total. Nous prenons le temps de les accueillir, de les écouter, de les aider un peu à accepter leur situation. Sinon, c'est très difficile. Parfois, nous pleurons même avec ces filles-là. Souffrance qu'elles vivent, c'est pas facile. Certains vont marcher à pied, se cachant, n'ayant rien à manger pour arriver au foyer. Et elles subissent vraiment, on peut dire, toutes les blessures possibles. Quand elles arrivent, le mariage est consommé le même jour. Certaines, on les attache pendant 3 jours pour qu'elles n'arrivent pas à sortir. Et là, quand elles arrivent à prendre la fuite, c'est ça qu'elles vont nous arriver, toutes blessées, dans leur intimité. Nous les envoyons aussi au niveau de l'hôpital pour se faire un peu examiner et soigner. Et comme je disais, avec ces blessures, on ne peut pas les laisser vivre comme ça. Nous essayons à notre niveau de les aider à choisir soit un métier ou celles qui ont eu la chance de faire un peu l'école, de continuer leur cursus scolaire. Donc nous avons tous les niveaux, de CP1 à CM2 et de la 6e en terminale. Et présentement, nous avons des filles qui font la terminale et qui passent le bac maintenant. Et celles qui apprennent un métier, c'est validé par le CQP, certificat de qualification professionnelle. Voilà, soit en couture, art culinaire et puis en coiffure. D'accord. Voilà. En tout cas, si vous me le permettez, c'est une cause très noble que nous saluons et que Dieu vous donne beaucoup de courage pour continuer cette mission-là. J'allais justement vous poser la question de la réinsertion de ces jeunes filles que vous accueillez, mais j'ai vu que vous avez déjà abordé plus ou moins le thème en montrant qu'après le passage chez vous, elles ont une activité qu'elles peuvent faire. Mais est-ce que vous avez eu des cas où des parents sont revenus dans votre centre et vous blâmez, par exemple, pour avoir accueilli leur fille sans leur consentement, puisque c'est tout de même des fugitives, on va dire ça en griffe. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Les cas de violence, nous pouvons dire que de nos jours, ça a un peu diminué. Parce qu'avec le biais de l'action sociale, et le contact avec les parents se fait toujours avec l'action sociale, la médiation aussi. Les parents qui nous arrivent aussi, nous essayons de les sensibiliser. Mais le mauvais sort, nous avons souvent ce mauvais sort qu'on lance, que d'ici la fin de l'hivernage ou bien fin des récoltes, vous allez voir, on va venir secouer la maison. Mais nous disons souvent, nous n'avons pas peur. Nous sommes africaines et nous croyons que si tu fais du bien, un mauvais sort n'arrivera jamais à retomber sur toi. Voilà. Sinon, les filles, parfois, sont bannies et certaines sont envoûtées. D'autres, quand elles rentrent en classe, il est impossible de prendre un pic. Parfois, les deux là, ne peuvent même pas manger. Donc, il faut parfois les aider à sortir de cette situation. Merci bien, Sœur Kansono. Vous dites bien que par le biais de l'action sociale, de façon collaborative, il y a des initiatives que vous engagez ensemble. Et comme nous avons la chance d'avoir Madame Marie-Madeleine avec nous, qui est du ministère en charge de l'action sociale, et elle-même, elle est directrice générale de la promotion du genre et de la femme. Et donc, Madame Marie-Madeleine, à ce jour, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, quelles sont les initiatives que votre département a pu engager pour participer à l'épanouissement de ces femmes et de ces jeunes filles? Et également, si vous pouvez en même temps aussi nous donner les causes de ces types de violences-là que ces femmes et ces jeunes filles ont souvent la malchance de vivre. Sœur a parlé d'une forme de violence par-dessus les genres qui est que nous qualifions de pratique culturelle néfaste quand nous classifions les violences par-dessus les genres. Donc au Burkina Faso, nous avons des textes qui donnent cette classification et nous partons de la loi 061
la loi 061 qui date de 2015, qui donne les types de violences basées sur les genres au Burkina Faso. Et nous en avons essentiellement 6. Nous avons les violences physiques. Qui parlent de violences physiques, ce sont les coups, les bastonnades. Nous avons les violences psychologiques et morales. Les violences psychologiques et morales, les injures, les mépris. Nous avons les violences culturelles dont Sœur parlait tantôt d'une des formes qui est le mariage d'enfants. Elle a parlé de mariage forcé parce que le mariage forcé peut concerner les enfants et les adultes. C'est ça. Mais ce qu'elle a abordé, c'est vraiment les violences, le mariage d'enfants, puisqu'il s'agit de jeunes filles qui n'ont pas la majorité. C'est ça. Donc, c'est une des formes de pratiques culturelles néfastes que nous classifions parmi les violences culturelles. Nous avons les violences patrimoniales. Nous parlons des veuves et des orphelins, par exemple, qu'on dépouille de leurs biens. C'est ça. Voilà, après le décès de leurs parents. Pour les enfants et la femme du décès de son époux. Donc, nous avons les violences économiques. Ça, c'est le fait d'empêcher une personne de mener une activité génératrice de revenus, par exemple, ou de participer à une activité quelconque de formation, par exemple, pour renforcer ses connaissances, ses compétences. Et enfin, nous avons les violences sexuelles. Les violences sexuelles, c'est tout ce que nous avons comme forme, les attouchements, le harcèlement sexuel, le viol. Tout ça fait partie des violences sexuelles. Donc ça, c'est une classification qui a été donnée par la loi 061 dont je parlais tantôt de 2015. C'est ça. À partir de là, il y a nous avons des documents stratégiques qui ont été élaborés parce que le phénomène est là, c'est une réalité. Certes, Sœur Kansolé a parlé d'une forme, mais nous avons des statistiques parlant de l'ampleur du phénomène pour adresser des stratégies, pour adresser des politiques, des projets, pour lutter contre le phénomène. Il faut que nous puissions avoir l'ampleur du phénomène. C'est ça. Et là, en 2000, je vais vous donner les statistiques des 3 dernières années. En 2020, par exemple, puisqu'on parle de violence basée sur les genres, ce sont les hommes et les femmes. Ça, il faut définir la violence basée sur les genres. C'est toute forme de violence subie par une personne du fait que la personne est soit un homme, soit une femme. C'est ça, un homme parce que la société lui attribue des rôles et des responsabilités. Parce qu'il est né de sexe masculin. La société dit, étant donné que tu es de sexe masculin, voilà tes responsabilités, voilà ton rôle. L'homme assure le rôle de père. Il a la responsabilité d'assurer les biens matériels, les biens financiers de la famille. Ça, c'est la responsabilité dans notre société que l'homme assure. S'il n'arrive pas à assurer cela, la femme, par exemple, dans le couple, peut le traiter de vaurien et il est victime en ce moment de violences psychologiques parce qu'il n'arrive pas à jouer ce rôle que la société lui a conféré. Donc, nous avons également la femme qui a le rôle de mère. À travers ce rôle-là, c'est elle qui assure l'éducation, c'est elle qui assure les tâches ménagères. Par ça, par exemple, sur le plan religieux, on dit que la femme doit se soumettre et l'homme doit aimer sa femme. C'est ce qui est dit sur le plan. Donc, une femme qui n'est pas soumise, l'homme se trouve, se dit qu'il a le devoir, en tout cas, où il a le pouvoir de la corriger, parce qu'elle ne s'est pas soumise. Elle n'est pas soumise et la société lui a dit que la femme doit être soumise. Voilà. Donc, c'est en cela, l'homme est victime de violences basées sur les genres parce qu'il n'arrive pas, à un moment donné, par ses responsabilités et ses rôles qui lui ont été attribués par la société, et il est victime de violences. La femme également, c'est pareil. Donc, en 2020, nous avons, hommes comme femmes, victimes de violences basées sur les genres.
les chiffres étaient de 5324 personnes, mais majoritairement des femmes. Ça, il faut le noter. Et en ce moment, on parle de violences faites à la femme et à la fille. En 2021, les chiffres ont augmenté parce que, vous l'avez suivi, je vais revenir sur ça par rapport au mécanisme développé. Nous avons mis en place un numéro vert. Le numéro vert de dénonciation des violences basées sur les genres, qui a été en tout cas lancé en 2021, exactement le 2 mars. Donc ça a contribué à ce qu'il y ait plus de dénonciations et des cas qui se sont présentés à nos services. Ça aussi, il faut le noter, c'est la spécificité de nos services. Ce sont les cas qui se présentent à nous que nous prenons en charge. Donc, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En 2021, de 5423 cas, nous sommes allés à 11 020 cas en 2021. En 2022, la situation s'est davantage aggravée avec des cas encore que nous avons pris en charge. Et de 11 020 cas, nous sommes passés à 11 116 cas. En 2023, les chiffres sont retombés. Nous avons fait la situation de 2023 qui était de 9 066 cas. Pour dire que c'est une réalité, voilà l'ampleur du phénomène qui a orienté les stratégies à mettre en place pour pouvoir apporter des réponses adaptées, appropriées et efficaces. Nous avons les documents d'orientation stratégique, nous avons la stratégie nationale genre qui consacre un axe à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et aux violences basées sur les genres. Nous avons également le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur les genres qui a l'axe prévention, l'axe prise en charge, l'axe réinsertion pour l'autonomisation et l'axe pilotage. Et comme autre document stratégique, quand on parle de violences basées sur les genres, nous avons la stratégie nationale de l'élimination du mariage d'enfants. Le mariage d'enfants dont la sœur parlait et dont on a vu le témoignage de la jeune fille tout de suite. Donc, quand on parle les statistiques dont j'ai données, il y a également des cas de violence et de mariage d'enfants et de mariage forcé. Parce que il y a des majeurs, des femmes majeures qui sont victimes de ces violences-là. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, de documents stratégiques, nous avons également des mécanismes que nous avons mis en place. Et je parlais tantôt de numéro vert de dénonciation des violences basées sur le genre. Ce n'est pas le seul mécanisme. Au niveau communautaire, nous avons des cellules que nous avons mis parce que quand on parle de violences basées sur les genres, c'est commis dans la communauté. Il faut que la communauté puisse avoir... Souvent, il y a des mécanismes de protection de ces personnes-là, mais les situations font que ces mécanismes s'effritent. Mais quand même, pour apporter, en tout cas renforcer ce mécanisme au niveau communautaire, nous avons mis en place, par exemple, les cellules d'alerte précoce dont les personnes dans la communauté qui ont connaissance de ces cas-là apportent dénoncent auprès des services pour la prise en charge des réseaux de promotion de la masculinité positive, etc. Donc tout ça pour dire que le phénomène est une réalité au Burkina Faso. Il y a des documents stratégiques, il y a des mécanismes au niveau administratif, au niveau institutionnel, mais également au niveau communautaire. Oui, d'accord. En tout cas, merci beaucoup à Madame Marie-Madeleine pour ce développement informatif qui nous donne beaucoup d'informations sur les actions, les initiatives engagées par notre ministère de tutelle.
Et je profite en même temps de donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices le numéro vert de dénonciation des violences basées sur le genre, qui est le numéro 80 00 12 87. Et donc, pour chaque cas de violence dont vous êtes témoin, vous pouvez appeler ce numéro-là pour dénoncer et sauver la vie de ces personnes qui peuvent souvent être en danger. Donc, je vous passe la parole assez rapidement, Madame Marie-Madeleine, pour nous dire les actions que vous avez pu engager à l'endroit de ces personnes détentrices de nos coutumes, nos traditions, afin que nous puissions prendre conscience de l'impact de certaines pratiques sur la vie des femmes et des jeunes filles. Assez rapidement. Quand on parle de causes de violence basées sur les genres, effectivement, il y a nos pratiques culturelles néfastes qui sont indexées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cause profonde, il faut le reconnaître, c'est l'abus de pouvoir, parce que ce n'est pas toutes les valeurs culturelles qui imposent des violences aux personnes. Ça veut dire que ce sont les valeurs culturelles néfastes, mais si une personne arrive à violenter une personne, c'est parce qu'on lui a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir est conféré par nos valeurs au niveau traditionnel. Voilà pourquoi le mariage d'enfants, parce que la société a conçu ce mécanisme-là pour pouvoir donner les filles en mariage, pour dire que pour que tu sois une personne dans un couple, il faut que tu passes par le mariage forcé ou le mariage d'enfant. Voilà, donc qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est décrit, c'est défini comme une pratique culturelle néfaste et notre code pénal même a légiféré là-dessus. Ce que nous faisons d'abord, c'est la sensibilisation. Il faut que ces personnes, puisque comme je dis, ce sont des constructions sociales. C'est une construction sociale. La personne peut-être n'a même pas conscience que ce qu'elle pose comme acte-là est réprimé par la loi. Il faut d'abord sensibiliser ces personnes et nous le faisons régulièrement, nous le faisons fréquemment pour que ces personnes-là prennent conscience, qui sont les détenteurs de nos valeurs-là, comprennent que ces valeurs dont ils défendent là, ce n'est pas forcément les bonnes valeurs, vu les conséquences que ça a sur les personnes, parce qu'un enfant qui est victime d'excision, un enfant qui est victime de violence, de mariage d'enfant, ça a des conséquences sur sa santé, ça a des conséquences sur son développement, ça a des conséquences sur son épanouissement. Donc, ça a des conséquences qu'il faut faire comprendre à ces personnes-là. Donc, nous passons par les sensibilisations, les renforcements de capacités, nous passons également par les plaidoyers. Voilà, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madame Marie-Madeleine, pour ces précisions. Et cela nous permet en même temps de fermer cette rubrique actualité qui porte vraiment sur les violences basées sur le genre dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme. Et vous insistez, vous montrez que c'est toujours important de poursuivre les sensibilisations, que ce soit du côté de l'État ou des organisations de la société civile, parce que le mal est là et il faut l'éradiquer. La clinique juridique, c'est une structure d'écoute, de conseil, d'assistance juridique, judiciaire et psychologique, dont l'objectif est de permettre à la population en général, et particulièrement les femmes et les filles, d'avoir des informations juridiques nécessaires pour résoudre donc leurs problèmes. De façon pratique, au niveau donc des différentes cliniques juridiques, il faut dire que nous recevons toute personne. Les hommes et les femmes, nous les recevons et nous leur donnons les informations juridiques nécessaires pour leur permettre en tout cas de régler leurs problèmes. Mais au niveau donc de l'association des femmes juristes, comme je l'avais très bien dit au début, ce sont des femmes juristes qui ont créé pour appuyer leurs sœurs et leurs mères qui rencontrent donc des difficultés. Donc, l'association, à travers ces cliniques juridiques, apporte un appui juridique, judiciaire, gratuit. Pour les femmes victimes de violences basées sur le genre, nous les recevons à la clinique juridique. Nous leur écoutons d'abord pour connaître quelles sont les difficultés que ces femmes-là rencontrent. Et après avoir écouté, nous essayons de faire donc l'écoute à travers la conciliation. Nous essayons de voir est-ce que les personnes ressources ont été contactées pour la résolution du problème. Et si nous voyons que toutes ces voies-là ont été épuisées et qu'il n'y a pas de gain de cause, voilà, nous donnons les informations juridiques nécessaires à ces dernières. Et maintenant, nous donnons les avantages et les inconvénients
voilà, de toutes les décisions et de toutes les procédures judiciaires. Et il appartiendra maintenant à la femme de pouvoir décider. Si elle opte pour engager une action en justice, nous allons l'accompagner à travers déjà même l'orientation. Comment rédiger la plainte? Où est-ce qu'elle doit aller déposer la plainte? Si tout cela est effectué, nous accompagnons régulièrement ces femmes-là à travers le suivi de leur dossier. Parce qu'il y a des problématiques complexes, par exemple les questions de succession, les questions de divorce, ça prend du temps. Et souvent, quand on ne maîtrise pas le mécanisme, la procédure judiciaire, c'est un peu difficile. Dans nos cliniques juridiques, nous avons, au cours de l'année 2023, nous avons ouvert plus de 900 dossiers. Voilà. Donc la plupart, 90% de ces dossiers-là, ce sont des femmes. Donc c'est pour dire que quand on parle de violences basées sur le genre, les hommes sont déjà, mais les statistiques montrent que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus victimes de ces violences. Donc déjà, nous avons déjà accompagné plus d'une cinquantaine de dossiers qui ont pu obtenir des décisions de justice favorables, dues à l'apport des professionnels qui nous appuient, voilà, pour l'animation de ces cliniques. Chers invités, nous venons de suivre l'élément qui traite de la dimension juridique en matière de prise en charge des violences des personnes victimes de violences basées sur le genre. On a bien compris que ces cliniques juridiques qui sont installées là, c'est l'exemple avec la FJB, l'Association des femmes juristes de Burkina Faso. Et il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'autres organisations aussi de la société civile qui œuvrent dans ce domaine-là, qui disposent de ces cliniques-là pour accompagner, pour soutenir ces personnes victimes de violences. Et on a bien compris que ces cliniques reçoivent toutes les personnes, c'est-à-dire que ce soit des hommes ou des femmes. Maintenant, la question que j'allais poser pour que nous puissions aborder ensemble, c'est la dimension sociale. Vous savez que dans nos contrées, ce n'est pas souvent évident de fréquenter ces lieux-là. Quand ils sont quelquefois exposés au vu de tout le monde, on te voit rentrer dans cet espace-là, on sait que certainement tu as été victime de ce genre de pratique et que tu vas pour rencontrer des praticiens, des personnes aguerries pour exposer ton problème. On sait que quelquefois, il y a une sorte de gêne de la part des populations pour aller vers ces cliniques juridiques, ces centres, ces espaces qui sont quelquefois conçus dans ce sens. Et je sais que voilà, nous ne sommes pas directement du domaine, mais socialement, on peut en parler pour que vous puissiez aussi vous donner votre point de vue par rapport aux difficultés que certaines personnes rencontrent pour fréquenter ces cliniques juridiques et le travail qui est fait. Est-ce que vous pensez que ça aboutit jusqu'à ce que ça puisse permettre à ces personnes-là de se sentir tellement bien prises en charge et que leur réinsertion se fait aussi dans les conditions? Voilà, donc la parole est à vous, Marie-Madeleine, ou à Sœur Kansono. Vous qui êtes très proche de ces victimes quelquefois, comment est-ce que vous procédez pour qu'elles puissent avoir accès à ces cliniques juridiques? Chez nous, au foyer, pour aller jusqu'à la justice, là, c'est par le biais toujours de l'action sociale. Quand l'action sociale voit un cas qu'il ne peut pas gérer, fait référence à la justice. Mais nous avons aussi parfois la justice qui vient au foyer pour demander un placement d'une fille. Parce qu'eux aussi, ils trouvent des cas qu'ils nous confient. D'accord. Et ceci a dit quelque chose. Moi, je souhaiterais que la justice soit plus ferme. Parce qu'une fois, il y a une fille qui a été mariée à partir de sa 6e. Et comme la fille a pris la fuite, on a pris une autre fille pour remplacer. La justice est intervenue. Et malheureusement, je pense qu'ils ont fait même l'ordonnance venir nous donner. Comme quoi la famille est d'accord pour reprendre la fille. Mais quelque temps après, la fille est partie en Côte d'Ivoire. Wow. Surtout celles qui sont confiées pour les familles de chefs là. Quand on te met le bracelet de femme de chef, tu ne dois pas enlever ça. Coûte que coûte, donc ça fait une pression et une force. C'est une violence que la fille ne peut pas faire s'échapper. Donc moi, si j'ai souhaité que la justice soit plus ferme et plus regardante pour soulager toujours la violence culturelle. Voilà, merci. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup, Sœur Kansono. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez que traditionnellement, faire recours à la justice, voilà, quelquefois les communautés sont réticentes parce qu'elles ne veulent pas justement être confrontées à la sentence qui est définitive, parce que vous savez qu'en justice, soit vous avez raison, vous n'avez pas raison, et voilà, la sanction est appliquée. Et nos communautés, quelquefois, sont réticentes pour y aller parce que elles ont peur quelquefois des répercussions, parce que je sais que Marie-Madeleine pourra nous donner plus de détails. Elle qui est de l'action sociale, elle pourra nous donner plus d'informations sur ces cas-là. Comment est-ce qu'on doit procéder pour protéger les victimes et s'assurer aussi qu'elles soient bien prises en charge et que le problème soit vraiment complètement résolu et permettre à ces jeunes filles-là d'avoir une réinsertion bien réussie. Merci. Comme vous l'avez vu à travers l'élément, c'est une organisation de la société civile qui travaille dans le domaine juridique pour accompagner les survivantes de violences basées sur les genres. C'est ça. Pour que ces structures puissent travailler, il a fallu mettre en place un dispositif au niveau institutionnel. Okay. Je parlais tantôt de la loi 061, mais il y a notre code pénal. La sœur, c'est rassurer la sœur vraiment que le code pénal aujourd'hui a affermi les sanctions contre les auteurs des violences basées sur les genres. Okay. Que ce soit les pratiques culturelles néfastes telles que le mariage d'enfants, l'excision, le lévira, ainsi de suite. Notre code pénal a légiféré là-dessus et c'est devenu même un crime pour certaines formes de violences basées sur les genres. Donc, ça a permis à ces organisations de la société civile d'accompagner, d'appuyer et d'amplifier les actions du gouvernement, parce qu'il y a également des centres de prise en charge qui accompagnent les survivants dans le domaine de la santé, et ces centres assurent la prise en charge sanitaire, la prise en charge juridique, mais également la prise en charge psychosociale. Donc, pour parler de prise en charge, il faut que ça soit de façon holistique, mais ici, il a été question de la prise en charge juridique. Pour que ça soit facilement fait, que ça soit une réalité, il faut des instruments, et nous avons des textes et lois vraiment qui existent, qui encadrent ces formes de violence et qui sanctionnent. Le problème, c'est la dénonciation. Vous l'avez tantôt dit. Quand nous sommes en communauté, et il y a certaines formes de violence, puisque c'est la communauté, la société, des valeurs qui l'ont instauré, et des personnes qui sont en communauté, c'est difficile de se soustraire pour aller dénoncer ces cas. Mais il y a des cas qui sont des crimes. Si je prends par exemple le cas de violence sexuelle, le viol est un crime. Il n'y a pas la possibilité que la communauté puisse traiter ces cas-là. Quand ça survient et que c'est dénoncé, la justice prend tout de suite la relève pour pouvoir sanctionner la personne. Mais il y a des formes de violence qui sont gérées par la communauté, tel le mariage d'enfants, tel le mariage, malgré le fait qu'il y a des sanctions au niveau juridique qui ne permettent pas à la communauté. Mais comme ce sont des pratiques culturelles, souvent c'est géré dans la communauté, et nous allons dans ce sens parce qu'il ne faut pas désorganiser également. Il faut arriver à sensibiliser pour que la communauté comprenne, pour que ceux qui sont les auteurs comprennent, ceux qui sont les ceux qui perpétuent ces pratiques-là puissent comprendre que ce ne sont pas des bonnes pratiques et que notre société même, notre pays sanctionne ces cas-là. Donc du coup, il y a des lois quand c'est dénoncé, mais le problème souvent c'est la dénonciation. Sinon, quand c'est dénoncé et que c'est arrivé à la justice prend la relève tout de suite et le cas est traité. D'accord. En tout cas, c'est un point très essentiel de savoir qu'il y a une certaine complémentarité entre l'État et puis les organisations de la société civile. Et toutes les actions sont bonnes en fait pour venir à bout de ce fléau, j'allais dire. J'avais une question qui me tenait à cœur. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des appels des hommes, pour vous, Madame Touguiri, et pour ma sœur de recevoir aussi des hommes? Parce que qui dit violence basée sur le genre, on est d'accord, c'est les deux genres, féminin comme masculin. Est-ce que les hommes ont cette capacité, j'allais dire, de se rendre dans les centres comme les femmes
D'autant plus que les femmes, c'est même aussi difficile on va dire, de se mettre à nu, de rencontrer des personnes, de discuter de ses problèmes personnels. On a parlé de cette culture qui nous rend un peu réservés, un peu réticents par rapport aux problèmes internes qu'on peut vivre dans une communauté ou bien même dans son foyer. Et donc, est-ce que les hommes... Nous sommes dans une société patriarcale, c'est ce que où la masculinité est vraiment, au niveau de notre communauté, est vraiment mise en avant par rapport à nos pratiques, etc. Mais aujourd'hui, les cas dont j'ai cité, les chiffres que j'ai donnés tantôt, il y a des hommes et il y a des femmes. Moi, avant d'être directrice générale de la promotion de la famille d'IJA, j'étais la directrice du centre de prise en charge des survivants de violences basées sur les genres à Bascule, le premier centre public ouvert au Burkina Faso pour l'hébergement et c'est moi qui ai ouvert la porte de l'hébergement de ce centre-là. Mais je vous assure qu'il y a des hommes. Je parlais de violence psychologique et morale. Un homme qu'on a dit que c'est lui qui doit assurer la prise en charge matérielle et financière de la famille et qui n'arrive pas à assurer. Il y a souvent ces cas où la femme le traite de vaurien, le traite d'incapable. Donc il est victime et il est à la risée. Et souvent quand c'est fait dans le couple, c'est pas que c'est dans la maison ou c'est entre l'homme et la femme. Souvent, les voisins sont au courant de ces disputes qui montrent l'incapacité, ou la femme montre l'incapacité, ou présente l'incapacité de l'homme. Et l'homme est victime de ça. Et nous avons reçu des cas, et même des cas de violence physique. Parce que quand on parle de violence, je parlais tantôt de pouvoir. La force physique, pour que tu puisses violenter physiquement quelqu'un, il faut que tu aies la force physique. Et ce pouvoir-là, il y a des femmes qui ont plus de force physique que les hommes, et pour ça, qui arrivent à violenter physiquement les hommes, et les hommes sont victimes d'agression. J'ai déjà reçu plusieurs cas de violence à l'endroit, d'hommes victimes de violences basées sur les genres, et on a pu, à un moment donné, arriver quand même à réconcilier les couples pour que la personne, surtout la femme qui est l'auteur, souvent n'a pas conscience que ce qu'elle est en train de faire elle violente en fait son conjoint ou son époux. Donc à travers les sensibilisations, à travers l'accompagnement, on arrive à réconcilier et que chacun dans son rôle respecte l'autre pour que la vie de couple se passe le mieux possible. C'est ça. À présent, nous allons passer à la rubrique mode avec Larry, que je vois qui s'est bien mise, en tout cas aujourd'hui, pour nous parler de cette rubrique. Et en lien avec notre thème, nous allons suivre un élément où voilà, des jeunes filles ont eu l'occasion et l'opportunité d'exercer des activités dans le domaine du tissage. Mamioula Niki m'a félicité. Je suis là, ton hasin chona ou ben ton souria non. J'arrête pour Julie, ça c'est là où sera colère d'Awero. Nera, nda katuna, souda nda kanon, mais j'arrête pour Julie sur la masse de Saint-Tourna. J'arrête pour la libération non. Je parle na mais son de sirba. Ah, la ninga pancata de l'idée en quado. Ah, ton mais tiens pas miak, ton tourna pas miak de dindar, zéra son reba. Kama école mais kama futa we nga fa son rat ci dabra mati zaksa pour ma hay libra sunoro ton jule sa ya commande ha ton sam pam commande ha baté baton commande ton sama baté ton gor bala pam digida ton sunda noro. Larry, nous venons de suivre cet élément qui met vraiment en exergue la pratique du tissage avec le pain tissé qui est aujourd'hui très prisé chez nous. Et nous avons pu faire ce retour à nos valeurs culturelles en valorisant vraiment le pain tissé. Et toi qui vas nous parler de la rubrique mode, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet et aussi en lien avec notre thème d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que
le style vestimentaire est aussi important et pourrait participer aussi dans le processus de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. D'accord, merci beaucoup Béra. Alors effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'admiration cette vidéo de femmes qui se battent pour leur avenir à travers bien sûr la promotion de nos pains locaux. Je dirais donc que ça va dans le même sens que ma sœur, avec leurs filles qu'elles reçoivent et qu'elles essaient de remettre sur pied, ainsi de suite, pour qu'elles puissent se réaliser dans la vie professionnelle. Et être autonome. Exactement. Et justement, il n'y a pas de lien intrinsèque entre la mode et les VBG, mais on peut essayer de trouver le rapport dans le fait que la mode peut être un puissant outil de résistance au VBG. Et donc, je suis allée dans l'histoire pour voir comment un élément important de la garde-robe féminine aujourd'hui a pu s'instaurer. J'ai vu avec admiration comment les femmes se sont battues pour le droit du port du pantalon. Juste ce petit élément. Et donc, vous savez qu'avant, elles n'avaient pas ce droit-là. Elles ne pouvaient pas porter de pantalon. C'est des grandes robes, comme des robes de mariage aujourd'hui avec des cerceaux, des bas, ainsi de suite. Et donc, on sait aussi qu'elles faisaient les mêmes travaux que les hommes. Elles effectuaient les mêmes tâches dans les usines, dans les industries. Et elles ont donc revendiqué le droit du port du pantalon, juste de façade, pour dire qu'elles font les mêmes tâches et donc elles ont aussi besoin d'être à l'aise dans le travail. Vous conviendrez avec moi que la robe n'est pas très indiquée ou adaptée pour, par exemple, monter une machine, ainsi de suite. Et pourtant, la raison réelle, c'était de pouvoir briser ce lien-là entre le pantalon et la masculinité, parce que c'était un élément qui était considéré comme vraiment masculin et que les hommes utilisaient pour asseoir leur dominance sur les femmes. Donc j'ai fait cette petite recherche pour voir exactement. C'est vrai que tout le monde n'en porte pas, mais c'était important pour moi de le faire savoir pour voir comment les femmes se sont battues pour l'égalité des genres. Et on conviendra aussi que l'inégalité peut être une forme de violence dans la mesure où ne pas porter... Les violences sont dues aux inégalités. Exactement. Peut-être que ne pas porter le pantalon porte atteinte à la réalisation ou à l'épanouissement personnel de la femme, ce qui peut être classé dans les violences psychologiques peut-être, dont Mme Tougouri a parlé. Donc c'était un peu dans ce sens-là que je voulais évoquer la mode. Aujourd'hui, nous comprenons que dans les actions de lutte contre les violences basées sur le genre, il y a une dimension qui est très importante, à savoir le leadership des femmes. Et de nombreuses actions ou initiatives entreprises, que ce soit par des partenaires techniques ou financiers ou par le ministère de tutelle en charge de la femme et de la famille, on comprend que ces initiatives concourent à renforcer le leadership des femmes et à leur procurer une certaine autonomisation financière, comme on l'a dit. Cette dépendance financière aussi de la part de la femme explique certaines pratiques de violence auxquelles elles sont victimes. Et nous allons suivre un élément de l'Union européenne qui engage des initiatives dans le sens de la lutte contre ces violences basées sur le genre. L'Union européenne travaille ensemble avec le gouvernement du Burkina et avec nos partenaires dans beaucoup de domaines différents, de l'eau, l'énergie, la création d'emplois. Et en l'occurrence, il faut féliciter, je crois, le gouvernement ici au Burkina, parce que depuis 2015, il y a déjà une stratégie pour la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et c'est une problématique qui est aussi qu'on retrouve dans la stratégie nationale sur le genre du Burkina pour les années 2020-2024. Et dans cette enceinte, l'Union européenne travaille aussi de par le monde du point de vue de la lutte contre les violences faites contre les filles et les femmes. C'est l'un de nos grands chantiers du point de vue des droits de l'homme. Et ça s'inscrit aussi dans notre stratégie, à nous, la stratégie pour l'égalité hommes-femmes 2020-2025. Il y a un programme en particulier dont je voudrais parler, c'est ce qu'on appelle le programme Population,
Et à travers ce programme, il y a quelques chiffres, je crois, qui sont très, très parlants. On a réussi, ensemble avec nos partenaires burkinabés, à apporter une aide à plus de 11 000 victimes des violences faites aux femmes et aux filles. On a réussi à sensibiliser plus de 600 organisations locales et clubs scolaires par rapport à cette problématique. Et on a réussi à sensibiliser de façon directe plus de 3,5 millions de personnes par rapport à ce problème. Donc dans notre programmation 2024, on travaille sur un nouveau programme de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un programme qui va se passer surtout sur 2 grandes villes au Burkina. Et c'est un programme qui va essayer de faire 3 choses principalement. C'est la sensibilisation d'un côté, de bien travailler avec les communautés de ce point de vue-là, et finalement de porter assistance aux victimes des violences. Merci à Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne pour avoir présenté les perspectives pour l'année 2024 qui montrent que les sensibilisations dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre vont se poursuivre, et nous comprenons aisément que de nombreuses actions seront certainement orientées vers le renforcement du leadership des femmes et également aussi le renforcement de l'autonomisation économique des femmes, parce qu'on comprend que voilà, c'est une dimension aussi qui participe à la réduction des violences dont les femmes et les jeunes filles sont victimes. Et Marie-Madeleine l'a tellement bien présenté ici, même si on sait que c'est culturellement, c'est socialement, qu'on attribue certaines fonctions en termes de responsabilité de gestion de la famille, du foyer à l'homme, mais quand aussi la femme arrive à avoir une activité génératrice de revenus qui lui permet de contribuer à la prise en charge des dépenses de la maison, ça aide à renforcer aussi, à améliorer l'éducation des enfants et à créer une certaine harmonie aussi dans les familles. Et du coup, je me tourne vers Madame Marie-Madeleine pour écouter davantage de votre part en termes d'action pour les années à venir, pour sensibiliser davantage les communautés afin que nous puissions venir à bout de ces pratiques voilà, qui nous permettent pas de vraiment lancer un développement harmonieux dans notre pays, parce que quand une couche quand même assez importante comme la femme est mise de côté, est exclue de par certaines pratiques, vous voyez que vraiment cela n'est pas assez intéressant à évoquer. Et je sais que voilà, vous êtes conscient de cette situation au niveau du ministère et vous engagez de nombreuses actions dans ce sens. Et c'est avec plaisir que nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez dérouler un peu les prochaines initiatives en termes de lutte contre les VBG au Burkina. Ok, quand on parle de lutte contre les violences basées sur les genres, il faut savoir qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau prévention, mais il y a également le niveau prise en charge. C'est ça. Au niveau du niveau prévention, quand tout ce qui est action de communication, tout ce qui est action de sensibilisation, de plaidoyer, qui sont déroulés à ce niveau, le ministère, nous avons un plan d'action, un plan d'action annuel que nous déroulons en fonction des thématiques, et les violences basées sur les genres également bénéficient d'actions de formation, parce qu'il faut renforcer les capacités. Quand on parle de prévention aussi, il faut renforcer, ou de prise en charge, renforcer les acteurs de prise en charge. Donc nous renforçons les acteurs de prise en charge, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau juridique et au niveau psychosocial. Cette année, nous sommes à plus de 3000 personnes qui ont déjà bénéficié des actions et de renforcement de capacité et de renforcement et de sensibilisation. Nous avons également des actions de prise en charge à travers les centres de prise en charge. Nous avons dans notre programme d'activité 3 centres que nous devons dynamiser. Il y a le centre de Bobo, le centre de Kaya, mais également le centre de Ouagadougou. Donc, c'est pour dire que
pour assurer la prise en charge holistique. La prise en charge holistique, c'est la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychosociale et la prise en charge juridique qui est assurée au niveau de ces centres-là. Et cette année, c'est 3 centres qui seront dynamisés. Et nous sommes également en train de vulgariser parce qu'il y a qui parle de sensibilisation. Il faut des outils pour mener ces sensibilisations avec des messages. Et même des outils adaptés aux communautés. Donc nous avons des outils que nous avons élaborés, tels des flyers, des boîtes à images et également des messages que nous diffusons dans la communauté parce qu'il ne faut pas contribuer également, nous parlons de pratiques culturelles, il ne faut pas contribuer à désorganiser, mais plus à renforcer, à unir. Donc il faut des messages adaptés et c'est dans ce sens que nous avons élaboré ces outils. Et cette année, tout le long de l'année, nous sommes en train de diffuser ces messages pour conscientiser et les populations, les communautés à prendre conscience des conséquences de cette pratique-là, de ces phénomènes qui même va jusqu'à entraver le développement de notre pays. Donc nous avons également les femmes, parce que vous l'avez dit et je l'ai souligné, pour qu'on soit victime de violences basées sur les genres, parce que nous n'avons pas de pouvoir. Il faut que les femmes soient autonomes, autonomisées sur le plan économique pour pouvoir assurer. Il y a beaucoup de femmes qui, dans le couple victime de violences basées sur les genres, restent là parce qu'elles n'ont pas la possibilité de se prendre en charge si elles quittent. Donc, elles préfèrent subir et souvent même le pire arrive, il y en a qui en meurent. Donc, c'est quoi? Il faut arriver à autonomiser économiquement ces femmes et nous menons des activités. Il y a le projet, par exemple, vous avez suivi le projet 1000 métiers. Nous avons les renforcements des capacités à la pratique d'activités génératrices de revenus. Nous avons comme la pratique de la culture hors sol. Voilà, nous ne pouvons pas arriver dans tous les domaines, sinon ça également on pouvait développer. Nous avons au niveau du ministère le fonds d'appui aux activités rémunératrices de revenus qui est le FARF, qui octroie des crédits aux femmes pour mener des activités. Les tisseuses dont vous parlez, 1000 métiers, c'est la deuxième phase de 1000 métiers. Je ne trahis pas le secret, mais c'est l'organisation, la Fédération nationale des tisseuses qui va former 1000 femmes dans 5 régions pour qu'elles puissent maîtriser la pratique du tissage comme un métier afin d'être autonome économiquement. Donc ça également, c'est un projet qui est en cours, mais qui va également, dont 1000 autres femmes vont bénéficier. Pour dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont déroulées par le ministère. En parler jusqu'à la fin de l'émission, on peut prendre tous les temps. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Et Sœur Kansono, nous avons vu aussi avec votre centre voilà, tout le bien que vous faites à ces jeunes filles et jeunes femmes victimes des violences. Vous les acceptez dans ces centres, vous les formez à des métiers aussi et elles sont aussi réinsérées dans la société pour pouvoir vraiment pleinement aussi s'épanouir et contribuer au développement de leur pays. Je ne sais pas si déjà qu'est-ce qui est concrètement prévu pour les années à venir. Voilà, est-ce que vous avez un programme qui va encore permettre d'apporter le sourire à des jeunes filles ou des jeunes femmes dans votre centre? Au niveau du centre, ce que nous faisons chaque année, celles qui arrivent à finir leur cycle de formation, nous avons par le biais de quelques parrainages des kits d'installation. Par exemple, ça peut être des machines, des tables, tout ce qu'il faut pour faire la couture. Et là, les filles sont appelées à aller chercher un atelier pour s'installer et être autonomes. Nous avons la chance aussi que d'autres arrivent à trouver un conjoint de leur choix. Donc, si le mariage ou le fourri est célébré, cette fille aussi part avec ce qu'elle a appris et elle met ça au bénéfice de son foyer. Et c'est notre joie et notre chance aussi d'avoir contribué au bonheur de cette famille-là. Donc, nous allons poursuivre dans le même axe par le biais de l'appui toujours de nos partenaires, l'action sociale, à qui nous disons merci. Et que nous n'allons pas baisser les bras, nous sommes là avec vous et nous allons faire ce que nous pouvons à notre niveau aussi pour donner toujours la confiance même aux filles, qu'elles se sentent responsables pour s'engager et réussir dans la vie.
Et ce que Madeleine vient de dire, c'est vraiment noble. Les femmes là sont trop soumises et parfois elles vivent le même sort que les filles exclues aussi. Donc c'est mieux d'autonomiser ces femmes pour que demain elles gardent aussi leur foyer. À cause de la jeune fille, elle est bannie, ou parfois on dit quitte ma maison, elle est obligée de partir. Mais si elle arrive à être appuyée par au moins vos AGR, je pense qu'elle sera respectée et elle jouera son rôle de mère. Merci beaucoup à vous et bonne suite. Voilà, merci bien. Nous abordions le thème des violences basées sur le genre et nous avons suffisamment partagé des informations sur le plan social, juridique et en termes d'actions menées par des partenaires techniques et financiers, l'apport du gouvernement, l'apport également des centres religieux comme celui de Sœur Cansono. Et à l'occasion de cette émission, nous avions sur ce plateau ma consoeur Larry, voilà, qui traite de la dimension mode. Et comme invité, nous avions Madame Marie-Madeleine Tougouri, qui est la directrice générale de la promotion de la femme et du genre. Nous avions également sur ce plateau Sœur Véronique Cansono de l'Immaculée Conception, qui nous est venue de Kaya, et elle a pu montrer les merveilles que ce centre fait à l'endroit des jeunes filles et des jeunes femmes. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.